Si j'ai la voix de Patricia Cass dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis tombée malade. Mais ne nous laissons pas abattre, aujourd'hui je reviens pour vous parler de 2 BD que j'ai lues très récemment et qui m'ont toutes les deux marquées pour différentes raisons, mais qui entrent toutes les deux dans cette ambiance un peu automnale et halloweenesque. On va partir sur du sombre, du glauque, du sinistre, des personnages un petit peu désespérés, bref, totalement en accord avec la saison. Les filles de Salem, c'est une BD coup de poing de Thomas Gilbert qui raconte les événements qui ont eu lieu à Salem Village entre 1691 et 1692. Ça vous dit rien? Mais si, vous savez, c'est l'histoire des procès pour sorcellerie qui ont eu lieu contre de nombreux habitants de cette petite communauté du Massachusetts et qui ont causé l'emprisonnement et l'exécution de plusieurs dizaines de personnes, et surtout des femmes. C'est sur l'histoire de ces victimes que l'auteur s'est penché, et plus particulièrement sur le destin de notre protagoniste, Abigail Hobbs. Abigail, c'est cette jeune fille curieuse, vive, éprise de liberté et amoureuse de la nature qui, à 13 ans à peine, se rend compte que la vie d'une femme à Salem Village n'a absolument rien d'idyllique. C'est un euphémisme. À même pas 14 ans, elle entre dans la vie adulte et doit dire adieu à sa liberté d'enfant. On lui coupe les cheveux de force. Elle n'a plus le droit d'adresser la parole aux hommes du village et désormais interdiction d'aller se promener dans la forêt qu'elle aime tant et qui entoure son village. En gros, elle doit apprendre les bonnes manières et se comporter telle une parfaite petite protestante. Vie de mère. Heureusement pour elle, sa meilleure amie Betty n'est jamais très loin et toutes les deux, elles se débrouillent pour contourner 2-3 règles et continuer de s'amuser comme elles peuvent, dans le secret bien sûr. Le problème, c'est que le père de la Betty en question, c'est le révérend du village, et à cette époque, en tout cas à Salem, c'est lui qui fait figure d'autorité. L'autre problème, et c'est là qu'on sent que l'auteur a fait ses recherches et s'est vraiment inspiré de la réalité parce que tout ça ce sont des faits avérés, c'est qu'en cet hiver, en 1691, les choses commencent à aller plutôt mal à Salem Village. Petit rappel historique, les premières colonies anglaises s'étaient installées dans la baie du Massachusetts dans les années 1620, donc tout ça c'était très récent, on est à peine 70 ans après. À l'époque, les conflits avec les peuples amérindiens étaient très fréquents et faisaient peser un climat d'angoisse sur ces petites communautés puritaines. Non pas qu'elles étaient dans leur bon droit, mais c'est un autre débat qu'on ne va pas aborder ici. Et les récoltes se faisaient de plus en plus maigres, si bien qu'à Salem Village, on avait peur de ne pas passer l'hiver en fait, ou du moins d'avoir tout juste assez à manger pour survivre. Je vous laisse imaginer un peu le climat de tension que ça peut générer entre des habitants qui s'entendent peut-être bien, mais qui ne sont pas non plus prêts à tout donner les uns pour les autres. Et puis surtout à cette époque-là, le protestantisme c'était le pilier de cette communauté qui vivait dans la peur de l'autre, la peur de l'enfer, la peur du châtiment de Dieu, bref c'était l'obscurantisme total quoi. Et ici, le révérend, c'est l'homme qui fait figure d'autorité et qui, redoutant que Salem sombre dans le mal à tout jamais, cherche à tout prix une solution aux problèmes qui surgissent, et donc des coupables. Des femmes, bien sûr, c'est quand même plus pratique. Et là, pas de bol pour Abigail et ses amis, ses voisines, il va se passer tout un tas de choses qui vont lancer un engrenage qui, on le sait déjà, leur sera malheureusement fatal. C'est écrit dans le titre, les femmes sont au centre de ce récit, et il faut vraiment s'accrocher quand on lit cette histoire parce que c'est une histoire terriblement violente, terriblement dure, révoltante, et la voir en images, même si c'est que des dessins, et ben c'est très évocateur et ça m'a... Oh, moi ça m'a vraiment pris à la gorge quoi. Ça laisse vraiment pas indifférent, surtout quand on sait qu'il s'agit de faits réels et que au final, ce qui se passe dans cette BD sont des événements qui se sont passés certes il y a 300 ans, mais ce genre de violence, elle existe encore aujourd'hui et des femmes la subissent. C'est un récit impitoyable qui prend aux tripes et qui reste en mémoire. Abigail raconte son histoire et celle des autres femmes du village, des femmes qui vont être victimes des superstitions de leurs voisins, de leur communauté puritaine, de la violence des hommes et des femmes qui les entourent et avec qui elles ont vécu toute leur vie. Et je trouve que l'auteur a très bien retranscrit cette horreur, cette hypocrisie d'être accusé par des gens qui font partie de notre quotidien et qu'on fréquente tous les jours, avec qui on s'entend peut-être même très bien, et qui en fait sont prêts à tout pour protéger leurs fesses d'un mal qu'ils ont inventé de toutes pièces. J'ai trouvé les dessins et les couleurs vraiment en accord avec le récit et avec le ton employé. C'est sombre, c'est assez flippant, les visages sont un peu mornes et sinistres, et mon dieu, le révérend. Mais il fait grave flipper ce mec. Après, on a également de très beaux moments de bonheur dans cette BD, heureusement, j'ai envie de dire.
et ils sont magnifiquement dessinés. La plupart du temps, ils se déroulent dans la nature et c'est une petite parenthèse enchantée pour Abigail et pour le lecteur qui peut se délecter de jolies couleurs lumineuses et pleines d'espoir. Bref, je vous recommande à 100% cette BD que j'ai beaucoup aimée. C'est un très bel hommage à ces femmes qui ont été accusées et massacrées à tort. Et si je dois être honnête avec vous, j'avoue que j'ai failli lâcher une petite larme à la fin. Bon, à Salem, on est remonté 300 ans dans le passé, maintenant je vous propose de faire un bond de 900 ans dans le futur. C'est à Olivier Vatine et Alberto Varanda qu'on doit La Mort Vivante, une BD de SF que j'ai ici dans son édition de luxe en noir et blanc. Le truc est tellement grand, je sais même pas si vous l'avez en entier, mais vous inquiétez pas, je ferai des petits clips. Bon, et d'ailleurs c'est surtout pour cette édition de luxe en noir et blanc que je l'ai acheté, parce qu'on va pas se mentir, les dessins, ils sont magnifique. D'ailleurs, s'il devait y avoir une seule raison de lire cette BD, ce serait pour ses dessins. Ouais. Bon, après, je vous rassure, je me rassure aussi en fait. J'ai pas mis 30 boules dans une BD de 70 pages juste pour l'amour de l'art. J'ai quand même lu le résumé avant. Oui, oui. Il avait l'air très prometteur et c'est donc pour ça que j'ai franchi le cap d'acheter cette immense BD d'ailleurs que je ne sais pas comment ranger. Voilà, ça ne rentre dans aucune de mes étagères. Ça rentre pas là, ça rentre pas là. Ça rentre pas là. Faut que je déménage quoi. L'histoire se passe comme je l'ai donc dit dans un futur très lointain dans lequel la quasi-totalité de l'humanité s'est installée sur Mars qui a été terraformé. Et c'est là que vit notre protagoniste Joachim, homme de science qui apparemment fait des trucs un petit peu controversés, voire même carrément interdit par la loi en fait. Le pauvre Joachim, il va se retrouver malgré lui embarqué direction l'ancienne Terre et plus précisément direction un château paumé dans les Pyrénées à la demande d'une femme mystérieuse qui vient de perdre sa fille et qui lui demande l'impossible, la ramener à la vie. Le problème, et là vous le voyez venir vous aussi bien sûr, c'est que même la science a du mal à rivaliser avec la mort. Même dans 1000 ans apparemment. La Mort Vivante, c'est à la base un roman de Stéphane W.U.L, paru en 1958, que je n'ai pas lu. Et pour moi, ce qui fait le point fort de cette histoire, c'est l'atmosphère sombre et gothique qui se dégage de ce domaine enneigé, figé entre deux temps. D'un côté, ce futur martien dont les avancées scientifiques sont incroyables, et de l'autre, cette nostalgie de l'ancienne Terre, et ce château ancien et inchangé depuis des centaines, voire même un millier d'années. Je vous avoue que le pitch aussi, je le trouvais vraiment alléchant. Moi, ces histoires de personnages désespérés, prêts à tout pour ramener ceux qu'ils aiment à la vie, quitte à défier les lois de la nature et les lois tout court, peu importe le prix à payer, moi ça me botte. Et en plongeant dans cette BD, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'avais envie de me laisser embarquer, de me laisser guider, j'avais envie d'être surprise et de voyager dans le temps et dans l'espace. Alors oui, j'ai été embarquée à fond dans cette histoire sombre et presque Lovecraftienne. Oui, j'ai voyagé et j'ai beaucoup aimé cette ambiance très mystérieuse, dans l'expectative de ces expériences scientifiques dont on ne sait si elles vont aboutir ou pas. Malheureusement, j'ai été un peu déçue par la fin, qui est arrivée extrêmement vite, que j'ai trouvé très rapide, et qui pour moi manquait un petit peu de profondeur. Et c'est super dommage en fait parce que j'ai trouvé le voyage génial, mais l'arrivée a été un petit peu trop brusque à mon goût. J'aurais aimé qu'on prenne un peu plus le temps de poser les choses, j'aurais aimé un peu plus de fondation, de background, de développement des personnages. En fait là ça s'est fini, j'étais un peu genre mais pourquoi, genre c'est quoi le projet, pourquoi tu fais ça, vous voyez. Hormis ce petit bémol, comme je l'ai dit, c'était vraiment un super moment de lecture. Et vraiment, j'en ai pris plein les yeux avec ces dessins que je trouve magnifiques. C'est vraiment un style qui me parle. Ce noir et blanc, j'adore. Ces espèces de... Enfin, j'y connais rien en art, donc je vais probablement me ridiculiser. Mais ces petits traits-là, j'adore. Genre, si je pouvais tous les afficher dans mon appart, je le ferais. Et cette BD comporte d'ailleurs à la fin un petit dossier avec des interviews du scénariste, enfin de l'auteur et de l'illustrateur, des croquis, des dessins, et ça rajoute un plus à cette édition de luxe qui, je trouve, pour l'avoir feuilleté en librairie, a vraiment un énorme atout avec ses nouveaux dessins comparé à la version originale. Est-ce que cette phrase était française? Je ne sais pas. En gros, comparé à la version originale, je trouve que les dessins sont carrément 1000 fois plus magnifiques. Voilà, c'est tout pour ce petit condensé de glauquitude et de beauté à la fois. Moi, j'ai passé de très bons moments avec ces deux lectures. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai eu une petite boulimie de lecture graphique.
Ça m'a fait plaisir, voilà. J'ai bien aimé me plonger dans ces ambiances halloweenesques avant l'heure, même si en fait il fait encore super beau, hein, mais par contre il fait froid. Bon, on peut pas tout avoir. Moi ça me va. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Moi je vais retourner tousser et me moucher tranquille. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye!